Tu ne comprends rien au moteur. L'exécutif millionnaire se moqua de l'enfant devant tout le monde. Mais quand le projet de 50 millions fut sur le point de s'effondrer, cet enfant fut son unique salut. Éloigne-toi de là avant de tout gâcher. La voix de Marc Dubois résonna dans le hangar industriel comme un coup de tonnerre. Ses chaussures italiennes claquaient contre le sol en béton, tandis qu'il avançait furieux vers la plateforme où un enfant de 11 ans observait avec attention le moteur le plus cher que l'entreprise avait construit en vain. Qui diable a laissé entrer un gamin ici? Louis Durand ne bougea pas. Ses yeux noisettes restèrent fixés sur le moteur V8 turbocompressé qui reposait sur la plateforme de test, entouré de moniteurs et de capteurs clignotant de lumière rouge d'avertissement. Il portait un t-shirt usé et un pantalon légèrement trop grand, mais sa posture était celle de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il regardait. « Monsieur Dubois, l'enfant ne fait qu'observer. » Hélène Durand tenta d'expliquer en essuyant nerveusement ses mains sur son tablier de nettoyage. Elle travaillait depuis 2 ans chez Automobiles de France comme personnel d'entretien et n'avait jamais vu son patron aussi énervé. « C'est mon fils. Je l'ai amené car je n'ai personne pour le garder aujourd'hui. Ton fils. » Marc l'interrompit d'un rire empreint de mépris. « Hélène, je t'ai embauché pour nettoyer les sols, pas pour transformer mon entreprise en garderie. C'est un projet de 50 millions d'euros, pas un parc d'attractions. » Autour de la plateforme, plus de 30 ingénieurs, techniciens et cadres observaient la scène. Certains détournaient le regard, mal à l'aise. D'autres murmuraient entre eux. L'ambiance dans le hangar était tendue depuis des heures. Le moteur, conçu pour la nouvelle supercar qui mettrait Automobiles de France sur la carte internationale, présentait des défaillances que personne ne pouvait expliquer. Les tests devaient être achevés ce jour même pour présenter les résultats au consortium japonais qui avait investi des millions dans le projet. « Maman, le problème est dans le système de synchronisation. » Louis parla pour la première fois. Sa voix claire mais respectueuse pointa du doigt une section spécifique du moteur. La soupape d'échappement du cylindre 3 ne se ferme pas au bon moment. C'est pourquoi les relevés de température sont inconsistants. Le silence qui suivit fut absolu. Même les machines semblèrent cesser de ronronner un instant. Marc Dubois resta paralysé, traitant ce qu'il venait d'entendre. Puis il éclata d'un rire qui résonna dans tout le hangar. « Vous avez entendu ça? L'enfant croit s'y connaître en moteur. » Il se tourna vers ses ingénieurs, cherchant des complices à son amusement. « Nous avons 11 ans d'expérience automobile ici. » Les ingénieurs rirent nerveusement, certains plus forts que d'autres, surtout ceux qui voulaient gagner les faveurs du patron. Rémi Leroy, le directeur de production, s'approcha en tapotant le dos de Marc. « Chef, les enfants d'aujourd'hui regardent des vidéos sur Internet et se croient experts. » « Exactement. » Marc continua de savourer le moment. Il s'agenouilla devant Louis avec un sourire moqueur, lui parlant comme à un bébé. « Regarde, champion, ce sont de vrais moteurs, pas les petites voitures jouets que tu as à la maison. Pourquoi ne vas-tu pas avec ta maman et la laisses-tu travailler pendant que les adultes résolvent des problèmes d'adultes ?» Louis garda son calme, mais ses yeux s'humidifièrent légèrement, non pas à cause des mots de Marc, mais à cause de la honte qu'il voyait sur le visage de sa mère. Hélène serrait si fort son chiffon de nettoyage que ses phalanges étaient devenues blanches. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît !» Hélène murmura en prenant la main de son fils. « Nous nous en allons, cela n'arrivera plus. Attendez. » Henri Delacroix, l'ingénieur en chef du projet, s'approcha en essuyant ses mains graisseuses sur un chiffon. C'était un homme de 50 ans, avec des cheveux gris aux tempes et une expression perpétuellement fatiguée. « Qu'as-tu dit à propos du cylindre 3, gamin? Henri, ne me dis pas que tu vas perdre ton temps avec ça. » Marc le regarda avec incrédulité. « Nous cherchons le problème depuis 7 heures. » Henri répondit fermement. « Et cet enfant vient de mentionner spécifiquement le cylindre 3, qui est exactement là où les relevés ont été les plus erratiques. C'est une coïncidence. » Marc gesticula exaspéré. Il a probablement entendu quelqu'un mentionner le cylindre 3 et il répète comme un perroquet. Personne n'a mentionné le cylindre 3 à voix haute. Intervint Sophie Bernard, l'assistante technique, en vérifiant ses notes. Nous nous sommes tous concentrés sur le système d'injection, car les premières lectures suggéraient cela. L'ambiance changea subtilement. Certains ingénieurs se regardèrent avec une curiosité sincère. D'autres restaient sceptiques, les bras croisés. « Louis » Henri s'agenouilla devant l'enfant, ignorant le regard furieux de Marc. « Comment sais-tu cela à propos du cylindre 3 ?» Par le motif de vibration, Louis expliqua, sa voix gagnant en assurance. « Quand le moteur accélère, il y a une vibration anormale tous les 4 temps. Cela signifie qu'un des cylindres ne complète pas son cycle correctement. Et par l'emplacement du capteur de température qui affiche des relevés erratiques sur le moniteur 3,
Ça doit être le cylindre 3, car c'est le seul dans cette zone thermique. Henri cligna des yeux plusieurs fois. L'explication était techniquement solide. Trop solide pour un enfant de 11 ans. « Où as-tu appris ça ?» demanda-t-il, véritablement intrigué. « Mon papa me l'a appris. » Louis répondit. Et pour la première fois, sa voix trembla légèrement, avant qu'il ne meure. Hélène ferma les yeux, retenant ses larmes. Cela faisait 3 ans qu'ils avaient perdu Jean, son mari qui avait été mécanicien autodidacte toute sa vie, qui avait passé chaque après-midi libre à enseigner à son fils tout ce qu'il savait sur les moteurs. « Quelle émotion !» Marc l'interrompit avec sarcasme. « Mais ce n'est pas un garage de quartier. C'est un moteur de compétition avec une technologie de pointe. Ça ne se répare pas avec les techniques de ton papa, le mécanicien. » La cruauté de ces mots coupa l'air comme un couteau. Plusieurs ingénieurs détournèrent le regard, mal à l'aise avec le niveau de cruauté de leur patron, mais personne ne dit rien. Marc Dubois était connu pour licencier quiconque le contredisait. « Monsieur Dubois », Hélène parla d'une voix tremblante mais ferme. « Mon mari était un excellent mécanicien. Il a travaillé en rallye automobile pendant 15 ans. »« Rallye », Marc éclata de rire. « C'est jouer dans la boue, ma chère. Ici, c'est de l'ingénierie de précision allemande. » « Ingénierie allemande qui ne fonctionne pas depuis 7 heures, murmura quelqu'un parmi les ingénieurs. Ce n'était pas assez bas. Marc se retourna, cherchant le coupable, son visage rougi de fureur. « Qui a dit ça? Qui ?» Personne ne répondit. Le hangar était si silencieux qu'on pouvait entendre le ronronnement des ventilateurs de refroidissement. « Écoutez », Marc s'adressa à toute l'équipe, retrouvant son calme, mais avec un sourire dangereux. « Nous sommes clairement tous fatigués. Nous travaillons depuis des heures et maintenant nous écoutons les conseils d'ingénierie d'un enfant. » Il fit une pause dramatique. « Alors, rendons ça intéressant. » Il sortit son portefeuille et en extirpa plusieurs billets. Il les compta délibérément, s'assurant que tous voient le montant. « 5 000 €, annonça-t-il en montrant l'argent. « 5 000 € en espèces pour celui qui résoudra ce problème dans la prochaine heure. » Les ingénieurs murmurèrent avec enthousiasme. 5 000 € représentaient presque 3 mois de salaire pour beaucoup d'entre eux. Mais il y a une condition. Marc continua, souriant malicieusement tout en regardant directement Louis. Si le petit génie est si sûr de son diagnostic qu'il nous le prouve, s'il a raison à propos du cylindre 3, je lui donne l'argent. Monsieur Dubois, ce n'est pas... Hélène tenta de protester. Ce n'est pas quoi? Juste. Marc l'interrompit. Je crois que c'est très juste. Ton fils vient ici, interrompt un projet de millions, fait des diagnostics comme s'il était ingénieur. S'il est aussi intelligent qu'il en a l'air, qu'il le prouve. Et s'il se trompe, il fit une pause, laissant le suspense grandir. S'il se trompe, tu es licencié pour avoir apporté des distractions sur le lieu de travail. Le hangar explosa en murmures. Ce n'était plus une simple discussion, mais un spectacle cruel. Hélène pâlit, sentant ses jambes trembler. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Le salaire leur suffisait à peine pour couvrir le loyer et la nourriture, mais sans lui, elle et Louis se retrouveraient à la rue. C'est injuste. Henri proteste. L'enfant n'a pas demandé ça. La vie est injuste, Henri, Marc répondit froidement. Et c'est mon hangar, mes règles. Il regarda Louis avec dédain. Qu'en dis-tu, champion? Es-tu si sûr de ton diagnostic pour risquer le travail de ta mère? Tous les regards se tournèrent vers l'enfant de 11 ans qui portait désormais une responsabilité qu'aucun adulte ne devrait lui imposer. Louis regarda sa mère, vit les larmes qu'elle essayait de retenir, vit la peur dans ses yeux, puis regarda le moteur, la machine complexe que tous les ingénieurs diplômés d'université n'avaient pas pu réparer. « Non, Louis », Hélène murmura, lisant la détermination dans les yeux de son fils. « Tu n'as rien à prouver, maman. » Louis serra sa main. « Papa m'a appris que quand tu sais que quelque chose ne va pas, tu dois le dire, même si tu as peur. » Quel courage. Marc applaudit lentement. Son sarcasme était palpable. Le petit héros qui sauvera la situation. Ça va être amusant. J'accepte. Louis dit d'une voix claire, bien que ses mains tremblaient légèrement, mais à une condition. Marc leva un sourcil, surpris par l'audace. Tu poses des conditions? Si j'ai raison, et le problème est dans le cylindre 3. Vous ne me donnez pas seulement l'argent, vous vous excusez aussi auprès de ma maman pour l'avoir si maltraité toutes ces années. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne, absolument personne, n'avait parlé ainsi à Marc Dubois dans sa propre entreprise. Les ingénieurs retinrent leur souffle, attendant l'explosion, mais Marc se contenta de sourire. Un sourire froid et calculateur. Marché conclu. Et quand tu te tromperas et que ta mère perdra son travail,
Tu te souviendras de ce moment comme de la fois où ton arrogance enfantine a gâché ta vie. Mark, Chestrop. Henry tenta d'intervenir une fois de plus. C'est un accord volontaire entre deux parties. Mark le coupa. L'enfant a accepté. Les témoins sont là. Il regarda autour du hangar. Tout le monde a entendu. Le petit génie va diagnostiquer notre moteur. Ça va être mieux que la télévision. Louis lâcha la main de sa mère et s'approcha de la plateforme. Henry, voyant qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter cela, soupira, résigné, et lui offrit une paire de gants de sécurité. « Si tu vas faire ça, au moins fais-le avec protection. » L'enfant mit les gants qui étaient énormes sur ses petites mains. Il s'approcha du moteur avec une révérence qui surprit plusieurs ingénieurs. Il ne le toucha pas immédiatement. Il l'observa d'abord sous différents angles, comme s'il lisait quelque chose d'invisible pour les autres. « Puis-je demander d'allumer le moteur ?» demanda-t-il. « L'allumer » Rémi Leroy protesta. « Nous essayons depuis des heures de ne pas l'allumer pour ne pas causer plus de dégâts. »« J'ai besoin de l'écouter, » Louis expliqua. « Les moteurs parlent si vous savez écouter. » Mon papa disait ça. Oh mon Dieu. Marc leva les yeux au ciel. Les moteurs parlent. Parfait. Suivant. Il va me dire qu'il chante des berceuses. Certains ingénieurs rirent, mais le rire était forcé. Il y avait quelque chose dans le sérieux de l'enfant qui commençait à susciter une curiosité sincère. « Henri, allume-le !» Marc ordonna avec un sourire. « Donnons à l'enfant ce qu'il demande. Quand le moteur explosera par sa stupidité, ce sera encore plus amusant. Le moteur n'explosera pas si nous le maintenons à bas régime, » Henri murmura, bien qu'il activât les protocoles de sécurité. Tous reculés de 5 mètres. Activation du système de démarrage. Le hangar fut rempli du rugissement du moteur V8. C'était un son puissant, agressif, le genre de son qui faisait trembler la poitrine. Mais pour des oreilles entraînées, il y avait quelque chose de discordant, une note fausse dans une symphonie mécanique. Louis ferma les yeux, se concentrant entièrement sur le son. Son visage montrait une concentration absolue, bloquant les rires nerveux, les murmures sceptiques, la pression de 30 adultes l'observant comme un animal dans un zoo. Après 30 secondes, il ouvrit les yeux. « Éteignez-le. » Henri obéit. Le silence qui suivit fut presque aussi assourdissant que le moteur. « C'est le cylindre 3. » Louis confirma avec une certitude absolue. « Mais ce n'est pas la soupape d'échappement comme je l'ai pensé initialement. C'est pire, pire. » Henri s'approcha, son scepticisme commençant à se transformer en curiosité professionnelle. « Il y a une fracture microscopique à la base du piston. Elle n'est pas visible sur les caméras car elle est dans un angle mort, mais je peux entendre le piston perdre de la compression au point mort haut. C'est pourquoi la soupape ne se ferme pas correctement. Ce n'est pas un problème de synchronisation, c'est un problème structurel. » Le visage d'Henri pâlit. Si l'enfant avait raison, il n'était pas face à un défaut de réglage qui pouvait être réparé en 1 heure. C'était un défaut de fabrication qui nécessiterait le démontage complet du moteur et éventuellement la refabrication du piston à zéro. « C'est impossible à savoir juste en écoutant, » Rémi protesta, bien que sa voix manquait de conviction. « Mon papa pouvait diagnostiquer une fracture de bielle juste au son. » Louis dit doucement. « Il m'a appris comment. Il disait que les moteurs disent toujours la vérité si vous faites attention. C'est ridicule. » Marc intervint, bien que sa confiance commençait à montrer des fissures. « Henri, démonte le cylindre 3 et prouve à cet enfant qu'il invente des histoires. »« Marc, si ce qu'il dit est vrai, c'est grave. » Henri répondit, se dirigeant déjà vers la boîte à outils. « Une fracture dans le piston signifie que toute la chaîne de production pourrait être compromise. Et si ce n'est pas vrai, cela signifie que nous avons perdu 1 heure à écouter un enfant. » Marc rétorqua. « Fais-le vite. » Ce qui suivit fut 45 minutes de tension absolue. Henri, assisté de 2 ingénieurs seniors, commença le processus méticuleux de démontage de la culasse du moteur pour accéder au cylindre 3. Chaque pièce était retirée avec la précision d'un chirurgien, chaque étape documentée par des photographies. Louis observait à la distance que sa mère l'obligeait à maintenir, mais ses yeux ne quittaient pas le processus. Hélène lui avait passé un bras autour des épaules, plus pour se rassurer elle-même que pour le consoler. « Mon chéri, quoi qu'il arrive, » elle murmura. « Je suis fière de toi. Nous allons nous en sortir, maman. » Louis répondit, bien que sa voix tremblât légèrement. « Papa m'a bien appris. » Marc faisait les 100 pas en regardant sa montre toutes les 2 minutes. Il avait appelé le consortium japonais pour les informer que les tests seraient retardés en raison de réglages techniques mineurs. Si cela s'avérait vrai, s'il y avait réellement un problème structurel dans les pistons, le scandale serait monumental. « Henri, à quel point es-tu proche ?» demanda-t-il avec impatience. « Presque. » Henri répondit, sa voix tendue. «
Il utilisait un endoscope, une minuscule caméra qui permettait d'inspecter l'intérieur du piston sans le démonter complètement. « Donne-moi une minute pour… » Il s'arrêta brusquement. Son visage, visible sur le moniteur qui transmettait l'image de l'endoscope, perdit toute couleur. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Marc s'approcha en courant. Henri ne répondit pas immédiatement. Il agrandit l'image sur le moniteur, ajusta le contraste, vérifia sous un autre angle, puis se redressa lentement, regardant Louis comme s'il voyait un fantôme. « Il y a une fracture », annonça-t-il, sa voix presque inaudible, exactement là où l'enfant a dit « une fracture microscopique à la base du piston dans un angle mort des caméras. Elle est presque invisible, mais elle est là. » Le hangar explosa. Des ingénieurs coururent vers le moniteur pour vérifier. Rémi Leroy resta paralysé, bouche bée. Sophie Bernard couvrit sa bouche de ses 2 mains, les yeux grands ouverts. Et Marc Dubois, l'exécutif millionnaire qui avait passé la dernière heure à humilier un enfant de 11 ans, resta complètement immobile, voyant son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer parce qu'un enfant en t-shirt usé venait de faire quelque chose que 30 ingénieurs diplômés d'université n'avaient pas réussi. Et tous, absolument tous dans ce hangar, venaient d'être témoins de quelque chose qui changerait tout pour toujours. Le silence dans le hangar était si dense qu'il semblait solide. 30 paires d'yeux regardaient alternativement le moniteur qui montrait la fracture microscopique et l'enfant de 11 ans qui venait de diagnostiquer quelque chose qui avait échappé à toute l'ingénierie de pointe. D'Automobiles de France. Marc Dubois restait paralysé devant le moniteur. Son visage était passé du rouge furieux à un blanc cadavérique. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tentait de traiter ce qu'il voyait. La fracture était si petite, si parfaitement située dans l'angle mort des caméras, que toute analyse visuelle normale l'aurait complètement manqué. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il finalement. Sa voix avait perdu toute l'arrogance qui la caractérisait. « Henri, vérifie à nouveau. Ça doit être une erreur de l'endoscope. » Henri Delacroix ne répondit pas immédiatement. Il était trop occupé à prendre des mesures, des photographies supplémentaires, confirmant sous tous les angles possibles. Quand il se redressa finalement et regarda son patron, il y avait quelque chose dans ses yeux que Marc n'avait jamais vu auparavant. Une déception profonde. « Ce n'est pas une erreur. » Henri dit d'une voix ferme. « La fracture est réelle, Marc. Et d'après les caractéristiques de la fissure, je dirais qu'elle s'est produite pendant le processus de fonderie. Cela signifie que potentiellement tous les pistons de cette série pourraient être compromis. Tous !» Rémi Leroy faillit crier la question. « Henri, ça fait 200 moteurs déjà assemblés, 50 millions d'euros de production, 50 millions qui sont sur le point de devenir de la ferraille si nous n'agissons pas immédiatement. » Henri répondit, se dirigeant déjà vers son ordinateur. « Je dois contacter la fonderie de Lyon tout de suite. » Les ingénieurs explosèrent en conversation urgente. Certains couraient vers leur poste de travail, d'autres passaient des appels frénétiques. Le projet qui devait être le triomphe d'Automobiles de France s'était transformé en cauchemar en quelques secondes. Et au milieu de tout ce chaos, Louis restait aux côtés de sa mère, observant le monde des adultes s'effondrer autour de lui. Hélène le serrait fort dans ses bras, pleurant silencieusement sur ses cheveux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une fierté accablante mêlée de terreur quant à ce qui allait suivre. « Monsieur Dubois !» La voix de Sophie Bernard coupa le bruit. Elle tenait sa tablette avec une expression grave. « Le consortium japonais est en ligne. Ils veulent savoir pourquoi les tests ont été interrompus. » Marc la regarda comme si elle avait parlé une autre langue. Son cerveau semblait incapable de traiter plusieurs crises simultanément. « Dis-leur la vérité. » Louis parla, sa voix claire, bien qu'elle fût à peine un murmure au milieu du chaos. « Mon papa disait que mentir sur les problèmes mécaniques ne fait que les aggraver. » Tous les regards se braquèrent sur l'enfant. Marc l'observa avec une expression impossible à déchiffrer. Il était passé de l'arrogance à l'incrédulité et semblait maintenant être quelque part entre la honte et la fureur impuissante. « Ton papa. » Marc retrouva finalement sa voix, bien qu'elle sortît brisée. « Ton papa, le mécanicien de quartier, qui… Mon papa, le mécanicien, qui a sauvé 3 vies en diagnostiquant une défaillance des freins sur une voiture de rallye, quelques minutes avant une course. » Louis l'interrompit, et pour la première fois, il y avait de l'acier dans sa voix enfantine. Mon papa, qui a été reconnu par la Fédération internationale de rallye pour sa contribution à la sécurité automobile, mon papa, qui est mort en essayant de réparer la voiture d'un voisin pauvre qui n'avait pas d'argent pour l'emmener dans un garage officiel. Le hangar redevint silencieux. Henri arrêta de taper. Rémi resta le téléphone à mi-chemin de son oreille. Même Sophie,
qui avait été témoin d'innombrables drames d'entreprise, sentit sa gorge se nouer. Hélène sanglota plus fort, se souvenant du jour où la police était arrivée à leur porte. Jean était sous une voiture levée, avec un cric hydraulique défectueux. Le voisin n'avait pas d'argent pour des équipements professionnels. Jean le savait, mais avait accepté d'aider quand même, car c'est ainsi que les choses se font entre gens décents. Le cric avait lâché. Il n'a jamais su ce qui l'avait frappé. Louis, mon chéri. Hélène murmura, essayant de le calmer, mais son fils avait trouvé une voix qu'il avait gardée silencieuse pendant 3 ans. Vous vous moquez de mon papa depuis 1 heure. Louis continua, regardant directement Marc avec une intensité qui ne devrait pas exister chez un enfant de 11 ans. Vous l'avez traité de mécanicien de quartier. Vous avez dit qu'il ne faisait que jouer dans la boue. Vous vous êtes moqué de tout ce qu'il m'a appris. Mais je viens de faire quelque chose qu'aucun de vos ingénieurs diplômés n'a pu faire. Marc tenta de parler, mais les mots ne vinrent pas. Et je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Je l'ai fait parce que ma maman a besoin de ce travail. Je l'ai fait parce que j'ai appris de mon papa que quand tu vois quelque chose de mal, tu le dis, même si les gens se moquent de toi. La voix de l'enfant se brisa légèrement. Je l'ai fait parce que ce moteur aurait échoué au premier test de vitesse, et quelqu'un aurait pu mourir, tout comme mon papa est mort. L'impact de ces mots frappa le hangar comme une vague physique. Plusieurs ingénieurs durent détourner le regard, incapables de supporter le poids de la vérité qui venait d'être jetée à leur visage. L'enfant qu'ils avaient vu comme un divertissement, comme une blague, venait de les sauver d'un désastre qui aurait pu coûter non seulement des millions, mais des vies. Rémi Leroy fut le premier à réagir. Il s'approcha lentement de Louis, s'agenouilla devant lui et tendit sa main. « Tu as raison, mon garçon. Et j'étais l'un de ceux qui ont ri. Je suis désolé. » Louis regarda la main tendue, puis Rémi et après un moment qui parut éternel, la serra. « Moi aussi, » dit Didier Lefebvre, un des ingénieurs seniors qui avait été particulièrement vocal dans ses moqueries initiales. « Ton père t'a bien appris. Nous, avec tous nos diplômes, nous avons failli tuer quelqu'un par arrogance. » Un par un, les ingénieurs commencèrent à s'approcher. Certains demandaient pardon directement, d'autres se contentaient d'acquiescer avec un respect sincère. C'était comme voir un mur de préjugés s'effondrer en temps réel. Mais tous ne participèrent pas. Marc Dubois restait debout près du moniteur, regardant la fracture qu'un enfant avait trouvée juste en écoutant. Son empire corporatif, construit sur l'image d'excellence et de supériorité, venait d'être renversé par un enfant en vêtements usés qui avait appris de son père dans un garage de quartier. Marc. Henri s'approcha de son patron, parlant à voix basse mais ferme. « Nous devons prendre des décisions. Les Japonais attendent, et chaque minute qui passe, je sais. » Marc le coupa. Sa voix était un murmure rauque. Il passa ses 2 mains dans ses cheveux, ébouriffant la coiffure parfaite qu'il maintenait toujours. Quand il regarda finalement où se trouvait Louis, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas exactement de l'humilité, mais l'arrogance aveugle avait été remplacée par quelque chose de plus complexe. Il s'approcha lentement. Chaque pas semblait lui coûter un effort monumental. Les ingénieurs s'écartèrent, créant un chemin entre le cadre et l'enfant. Hélène serra instinctivement son fils contre elle, comme si elle voulait le protéger de ce qui allait arriver. Marc s'arrêta devant eux pendant un long moment. Il les regarda simplement. Puis, à la surprise de absolument tout le monde, il s'agenouilla, se mettant à la hauteur de Louis. « Tu avais raison, sur tout, dit-il. » Et sa voix tremblait, sur le moteur, sur ton père, sur moi. Hélène retint son souffle. Ce n'était pas ce qu'elle avait espéré. Elle avait espéré de la fureur, un licenciement immédiat. Être même qu'on les escorte hors du bâtiment. Mais pas ça. Ton père était un homme meilleur que je ne le serais probablement jamais. Marc continua. Chaque mot semblait être arraché d'un endroit profond et douloureux. Il t'a appris à écouter, à observer, à penser. Moi, j'apprends seulement à mes employés à craindre. Louis ne répondit pas immédiatement. Il étudia le visage de l'homme qui avait humilié sa mère. Qui avait insulté la mémoire de son père? Sur ce visage, il vit quelque chose qu'il reconnut, car il l'avait vu dans le miroir après la mort de son père. La douleur. « Monsieur Dubois, » Louis dit doucement, « mon papa m'a aussi appris que tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est ce que nous faisons après les avoir commises. » Marc ferma les yeux, et à la stupéfaction de tous, une larme roula sur sa joue. L'exécutif millionnaire, l'homme qui avait bâti un empire automobile et qui ne montrait jamais de faiblesse, pleurait devant 30 employés. Il se tourna vers la mère de Louis, sa voix à peine audible. « Tu m'as demandé de ne pas maltraiter ton fils. Mais je ne l'ai pas seulement maltraité, je t'ai maltraité pendant 2 ans. Je t'ai traité comme si tu étais invisible, comme si tu n'avais pas d'importance. » Hélène ne savait pas quoi dire.
Elle avait rêvé de ce moment, que son patron reconnaisse son humanité. Mais maintenant que cela se produisait, c'était surréaliste. J'ai fait un marché. Marc continua en se redressant mais sans se lever. Un marché dont j'aurais honte le reste de ma vie. J'ai parié le travail d'une mère célibataire sur l'intuition de son fils de 11 ans. Quel genre d'homme fait ça? Le genre d'homme qui peut encore changer. Henri intervint doucement. Il connaissait Marc depuis 15 ans et ne l'avait jamais vu ainsi. S'il choisit de le faire, Marc hocha la tête lentement, puis se leva, sortit à nouveau son portefeuille, en extirpa les 5 000 € qu'il avait utilisés pour se moquer, et les offrit à Louis. « Un marché est un marché, dit-il. Tu l'as gagné honnêtement. » Louis regarda l'argent. C'était plus d'espèces qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. 5 000 € paieraient le loyer pendant des mois. Achèteraient de la nourriture, peu, être même aideraient, avec les dettes d'hôpital qu'ils avaient encore de la dernière année de son père. Mais au lieu de prendre l'argent, il regarda sa mère. Hélène lut la question dans ses yeux, et même si chaque fibre de son être lui criait de prendre cet argent, elle hocha lentement la tête, laissant son fils décider. « Gardez votre argent », Louis dit finalement. « Mais respectez l'autre partie de l'accord. » L'autre partie. Marc cligna des yeux, confus. « Vous m'avez présenté vos excuses à moi, mais l'accord était que vous vous excusiez auprès de ma maman pour toutes ces années. » Le hangar était si silencieux qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes. Marc regarda Hélène et pour la première fois, il la vit vraiment. Non pas comme la femme qui nettoyait les sols, non pas comme une employée sans importance, mais comme une personne, une mère célibataire qui avait perdu son mari et qui travaillait 2 emplois pour élever son fils. Une femme qui arrivait tôt et partait tard, qui ne se plaignait jamais, qui maintenait les salles de bain plus propres que n'importe quel hôtel de luxe. Hélène Durin. Marc prononça son nom complet pour la première fois. « Je vous dois des excuses qui vont au-delà des mots. Je vous ai traité comme si vous n'existiez pas. J'ai ignoré votre humanité, votre douleur, votre lutte. Et le pire, c'est que ce n'était pas seulement aujourd'hui. Ça a été tous les jours pendant 2 ans. » Hélène sentit les larmes couler librement sur ses joues. Maintenant, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose de beaucoup plus complexe. C'était la douleur d'années d'invisibilité, enfin reconnue. C'était la validation que sa souffrance avait été réelle, non imaginée. « Vous ne méritiez rien de tout cela, » Marc continua. « Et votre fils, cet enfant extraordinaire que vous avez élevé seul, vient de sauver mon entreprise d'un scandale qui nous aurait détruits. Non seulement cela, il a probablement sauvé des vies. Et je l'ai traité comme... » Il ne put terminer la phrase. Il se couvrit le visage de ses 2 mains, ses épaules tremblantes. Sophie Bernard s'approcha avec une boîte de mouchoirs, les offrant d'abord à Hélène, puis à Marc. C'était un petit geste, mais à ce moment-là, il sembla briser quelque chose dans l'ambiance. La tension commença à se transformer en quelque chose de différent. Pas exactement du pardon, mais peut être le début d'un chemin vers celui-ci. « Monsieur Dubois », Hélène retrouva finalement sa voix. « J'accepte vos excuses, mais plus important encore, il faut que vous compreniez quelque chose. »« Quoi ? Mon fils n'a pas fait ça pour vous humilier. Il l'a fait parce qu'il a vu un problème et savait comment le résoudre. Parce que son père lui a appris que la connaissance doit servir à aider, pas à impressionner. » Marc hocha la tête, absorbant chaque mot comme si c'était une leçon fondamentale qu'il avait manqué toute sa vie. « Et si vous voulez vraiment bien faire les choses », Hélène continua, sa voix gagnant en force. « Il ne s'agit pas d'argent ou d'excuses. Il s'agit de la façon dont vous traitez vos employés à partir de maintenant, nous tous. » Elle regarda autour du hangar, vers les ingénieurs, les techniciens, même vers le personnel de nettoyage qui était apparu aux portes, attiré par le tumulte. « Chaque personne ici a une histoire. » Hélène dit, « Tous ont des connaissances, des talents, des vies en dehors de cet endroit. Les traiter comme invisibles ne vous rend pas plus grand. Cela ne fait que vous rendre plus petit. » Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. Il n'était pas tendu ou inconfortable, il était réfléchi. Chaque personne dans ce hangar traitait les mots d'une femme qui avait été ignorée pendant 2 ans, mais qui venait de donner la leçon de leadership la plus puissante que beaucoup d'entre eux avaient entendue. « Vous avez raison », Marc parla finalement. « Et je ne sais pas comment corriger 2 ans d'être un mauvais patron en un jour. » Mais il fut interrompu par le son aigu d'un téléphone. Sophie décrocha, écouta brièvement, et son visage pâlit. « Marc, c'est urgent. Le directeur de la fonderie de Lyon, il dit qu'ils ont besoin de vous parler immédiatement de quelque chose qu'ils ont trouvé dans les registres de qualité. » Le moment de vulnérabilité s'évapora instantanément, remplacé par la crise corporative qui les entourait toujours. Marc se redressa,
essuyant son visage rapidement, essayant de retrouver un peu de sa prestance professionnelle. Qu'ont-ils trouvé? Il n'a pas voulu le dire au téléphone, mais son ton, Marc, semblait effrayé. Marc prit le téléphone, s'éloignant de quelques pas. La conversation fut brève, mais intense. Son expression passa de sérieuse à horrifiée en quelques secondes. Quand il raccrocha, sa main tremblait visiblement. « Henri, j'ai besoin que tu viennes ici maintenant », ordonna-t-il, sa voix tendue. L'ingénieur en chef s'approcha rapidement. Marc lui montra quelque chose sur le téléphone, probablement un document ou une photographie qu'on lui avait envoyée. Henri lut et son visage perdit toute couleur. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Combien ?»« Tous !» Marc répondit. « Tous les pistons de la série 8000. Et ce ne sont pas seulement des fractures, il y a de la contamination dans l'alliage. » La conversation était suffisamment basse pour que la plupart ne puissent pas entendre les détails, mais la panique était évidente. Rémi s'approcha, puis Didier, puis d'autres ingénieurs. Bientôt, un cercle de cadres chuchotait d'urgence. Louis, observant de loin avec sa mère, fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans leur façon de parler, dans leurs expressions, qui lui disait que c'était pire qu'une simple fracture. « Maman, » murmura-t-il, « je crois qu'il y a plus de problèmes. »« Ce n'est pas notre affaire, mon chéri. » Hélène répondit, mais même elle ne semblait pas convaincue. « Tu as déjà fait ta part, mais s'il y a de la contamination dans l'alliage, comment sais-tu que c'est de la contamination ?» Hélène le regarda, surprise. « Je peux lire un peu sur leurs lèvres. » Et M. Dubois a dit alliage. S'il y a des fractures et des problèmes avec l'alliage, cela signifie que le métal n'est pas pur. Papa m'a appris ça. À ce moment-là, Marc se tourna vers la mère et le fils. Son expression était indéchiffrable. Louis, sa voix ferme, mais pas hostile. « J'ai encore besoin de ton aide. » Le hangar redevint silencieux. Les ingénieurs se regardèrent avec des expressions mêlant incrédulité et résignation. L'exécutif millionnaire demandait de l'aide à l'enfant de 11 ans. « Nous venons de découvrir que le problème est plus grave que nous ne le pensions, » Marc expliqua, tandis que Louis et Hélène s'approchaient. La fonderie confirme qu'il y a de la contamination dans l'alliage d'aluminium, mais ils ne savent pas de quel type ni à quel niveau. Et sans cette information, ils ne peuvent pas savoir quels moteurs sont sûrs et quels ne le sont pas. Louis compléta la phrase. « Exactement. Et avant que nous ne dépensions des millions en analyses de laboratoire qui prendraient des semaines, j'ai besoin de savoir. » Marc fit une pause comme si les mots suivants lui faisaient physiquement mal. « J'ai besoin de savoir si ton père t'a appris quelque chose sur le diagnostic de contamination dans les alliages. » Louis regarda sa mère, cherchant la permission. Hélène était partagée. D'un côté, son fils en avait déjà fait plus que suffisant. De l'autre, cela pourrait être une opportunité de changer complètement leur vie. Jean avait une méthode. Hélène dit finalement, il l'appelait « lecture de résonance ». Il disait que le métal contaminé sonne différemment du pur. Lecture de résonance. Henri s'approcha, intrigué. C'est une technique ancienne. Presque personne ne l'utilise plus, parce que personne ne sait comment la faire correctement. Louis expliqua. Cela demande une oreille absolue et beaucoup de pratique. Mon papa a travaillé avec un maître fondeur du sud de la France, qui le lui a appris. Ensuite, il me l'a appris. Marc et Henri échangèrent des regards. C'était de la folie. Ils envisageaient de confier une analyse de millions d'euros à une technique ancienne et à un enfant. Mais ce même enfant venait de trouver une fracture que toute leur technologie de pointe avait manqué. « De quoi as-tu besoin, Louis ?» Marc demanda finalement. Louis réfléchit un instant. « J'ai besoin de 3 pistons de différents lots de production et d'une pièce silencieuse. »« Sophie, organise ça immédiatement !» Marc ordonna. Puis il regarda Louis avec une expression qui était mi-espoir, mi-désespoir. « Si tu peux faire ça, si tu peux nous aider à éviter une inspection complète qui nous coûterait des millions et des mois de retard, j'essaierai. » Louis dit simplement « C'est ce que mon papa aurait fait. » Tandis qu'il préparait l'espace et apportait les pistons, personne dans ce hangar ne pouvait imaginer que ce qui allait se passer changerait non seulement le destin d'Automobile de France, mais révélerait un secret enfoui depuis des années. Un secret qui reliait Marc Dubois à Jean Durand de manière que personne, pas même Hélène, n'aurait pu imaginer. La salle de test acoustique était un cube parfait aux murs capitonnés, conçu pour éliminer tout écho ou interférence sonore. Louis était assis au centre, entouré de 3 pistons de différents lots de production, chacun marqué de codes indiquant son origine. Les lumières fluorescentes avaient été remplacées par un éclairage tamisé pour favoriser la concentration. En dehors de la salle, derrière un épais panneau de verre, Marc observait aux côtés d'Henri et d'un groupe restreint d'ingénieurs seniors. Hélène était là aussi,
se mordant la lèvre inférieure avec une telle force qu'elle menaçait de saigner. Voir son fils de 11 ans assumer la responsabilité de sauver un projet de 50 millions d'euros était une torture silencieuse. « Es-tu sûr qu'il peut faire ça ?» Marc demanda à voix basse, sans quitter l'enfant des yeux. « Mon fils peut faire des choses extraordinaires. » Hélène répondit, sa voix tremblante mais fière. Jean l'a entraîné depuis qu'il avait 6 ans. Il disait que Louis avait un don. Marc se tendit visiblement en entendant le nom de Jean. Ses mains se serrèrent contre le verre, les phalanges blanchissant. Henri le remarqua, fronçant légèrement les sourcils. « Marc, tu vas bien ?»« Je vais bien, » mentit-il, mais sa voix se brisa. « Henri, j'ai besoin de te parler maintenant. » Ils s'éloignèrent du groupe, se dirigeant vers un coin du couloir. Marc semblait au bord de l'effondrement. Il s'appuya contre le mur, respirant profondément. « Henri, savais-tu qui était le mari d'Hélène? Savais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Jean Durand. Ce nom ne te dit rien. » Henri réfléchit un instant, puis ses yeux s'ouvrirent complètement. « Attends, Jean Durand, le mécanicien qui a travaillé sur le projet Faucon il y a... Mon Dieu, il y a 12 ans. Le même. » Marc murmura en passant ses mains dans ses cheveux. « Et moi, c'est moi qui l'ai renvoyé de ce projet. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'implications qu'Henri commençait à comprendre. « Marc, qu'as-tu fait? Le projet Faucon était ma première grande opportunité en tant que directeur. » Marc commença, sa voix à peine audible. « Contrat militaire, des millions en jeu. Jean Durand était le meilleur mécanicien de l'équipe. Tous le respectaient, mais j'étais jeune, arrogant. J'avais besoin de montrer que j'étais le patron. » Henri ferma les yeux, sachant exactement où cette histoire allait. Jean a trouvé un problème dans les alliages que nous utilisions. Marc continua. Il a dit qu'il ne respectait pas les spécifications militaires, qu'il pourrait céder sous un stress extrême. Il voulait arrêter la production, faire des tests supplémentaires, et tu ne l'as pas laissé faire. Henri compléta la phrase. Je lui ai dit qu'il exagérait. Je lui ai dit qu'un mécanicien d'atelier n'avait pas l'éducation pour remettre en question des ingénieurs doctorants. Je l'ai humilié devant toute l'équipe. Exactement comme j'ai humilié son fils aujourd'hui. La dévastation sur le visage de Marc était totale. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était le poids d'une connexion qui rendait tout ce qui s'était passé ce jour-là 1000 fois pire. Je l'ai licencié pour insubordination, Marc avoua. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas suivre les ordres sans questionner, qu'il parte, et il est parti. Et le projet a continué sans lui. Et qu'est-il arrivé au projet Faucon? Marc rit amèrement. 3 des véhicules ont échoué lors d'opérations sur le terrain. Défaillance moteur, exactement là où Jean l'avait prédit. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais des blessures. Henri, des hommes ont subi de graves brûlures. Le contrat a été annulé. L'entreprise a perdu des millions et j'ai failli perdre ma carrière. Mais tu as survécu, Henri observa. J'ai survécu parce que mon père avait des relations, parce que nous avons pu étouffer le scandale, parce que nous avons payé des indemnités silencieuses. Marc glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, et Jean Durand a été mis sur liste noire de l'industrie automobile. Personne n'a voulu l'embaucher après qu'il ait causé des problèmes sur un projet militaire. Henri s'assit aux côtés de son patron, traitant l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. C'est pour ça qu'il a fini par travailler dans de petits garages. C'est pour ça qu'il est mort sous une voiture avec un cric hydraulique bon marché. Marc murmura, les larmes coulant librement. Maintenant, s'il avait conservé sa carrière, s'il avait eu les ressources, l'équipement adéquat, tu ne peux pas te blâmer pour un accident. Henri dit, bien qu'il ne semblât pas très convaincu. Je ne peux pas. Tu ne vois pas le lien? J'ai détruit sa carrière par mon ego. Il a fini par travailler dans des conditions dangereuses parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et aujourd'hui, son fils a dû me sauver de commettre exactement la même erreur encore une fois. La voix de Sophie interrompit par l'interphone du couloir. « Monsieur Dubois, Henri, vous devez voir ça. » Louis a terminé l'analyse. Les 2 hommes se levèrent, Marc s'essuyant rapidement le visage. Quand ils revinrent à la fenêtre d'observation, ils trouvèrent Hélène les regardant avec une expression étrange, comme si elle avait senti que quelque chose d'important avait été discuté. Louis était debout à l'intérieur de la salle, les 3 pistons organisés en une rangée claire. Il pointa le premier. C'est le plus propre. L'alliage est presque pur, juste des traces minimales d'autres éléments. Il est sûr. Il pointa le deuxième. Celui-ci a de la contamination, mais dans des limites acceptables. Il fonctionnerait probablement sans problème, bien qu'il ne soit pas idéal pour la compétition. Finalement, il pointa le troisième. Celui-ci est très contaminé, du plomb assurément. Mais il y a aussi autre chose.
Un alliage qui ne devrait pas être là. Si ce piston était utilisé dans un moteur à grande vitesse, il défaillerait. Et quand il défaillerait, il pourrait causer un incendie. La précision du diagnostic laissa tout le monde silencieux. Rémi, qui était resté sceptique, même après la fracture, s'approcha du verre avec une expression de stupéfaction totale. Un enfant de 11 ans vient de faire une analyse qui nous aurait coûté 50 000 € et 2 semaines en laboratoire, murmura Sophie. Elle vérifiait frénétiquement les registres sur sa tablette. Marc, c'est grave. Le lot 847 a été utilisé dans 73 moteurs qui ont déjà été envoyés à des clients. 73. Marc sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds, y compris les prototypes que nous avons envoyés au Japon. Y compris cela, la crise qu'il pensait gérable venait de se transformer en catastrophe potentielle. 73 moteurs avec des pistons contaminés entre les mains des clients, certains probablement déjà installés dans des véhicules qui pourraient être testés sur des pistes à grande vitesse. Nous devons lancer un rappel produit immédiat, Henri dit, sa voix de commandement prenant le contrôle. Contactez chaque client, récupérez chaque moteur avant que quelqu'un ne meure. Marc compléta, l'ironie n'échappant à personne. 12 ans après avoir ignoré Jean Durand à propos d'alliage défectueux, il était sur le point de commettre la même erreur fatale. Sauf que cette fois, le fils de Jean l'avait sauvé. Louis sortit de la salle acoustique en enlevant les gants de sécurité qui lui étaient trop grands. Hélène l'enveloppa immédiatement dans un câlin, murmurant des mots de fierté à son oreille. L'enfant la serra en retour, mais ses yeux étaient fixés sur Marc. Il y avait quelque chose dans l'expression du cadre que Louis ne pouvait pas déchiffrer complètement. C'était plus que de la gratitude ou de la honte. Cela ressemblait à une douleur ancienne, une culpabilité profonde. « Monsieur Dubois, » Louis dit doucement, « vous connaissiez mon papa ?» La question tomba comme une bombe. Hélène se figea. Les ingénieurs échangèrent des regards mal à l'aise. Henri ferma les yeux. Sachant que ce moment était inévitable, Marc s'agenouilla devant l'enfant pour la 2e fois ce jour-là. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas d'orgueil blessé ou d'arrogance brisée. Il n'y avait qu'un homme confrontant la pire erreur de sa vie à travers les yeux du fils de sa victime. « Oui », dit-il simplement. « J'ai connu ton père. » Hélène recula d'un pas, sa main couvrant sa bouche. « Quoi? Quand? Jean n'a jamais... » « Il y a 12 ans, » Marc répondit sans quitter Louis des yeux. « Ton père a travaillé pour moi sur un projet très important. Il était extraordinaire, le meilleur dans ce qu'il faisait. Et qu'est-il arrivé ?» Louis demanda, bien que quelque chose dans son ton suggérait qu'il soupçonnait déjà la réponse. « J'étais jeune et stupide. Ton père a trouvé un problème que je n'ai pas voulu voir. Il m'a dit que les alliages que nous utilisions n'étaient pas sûrs. Et moi, au lieu de l'écouter, la voix se brisa. » Hélène avait commencé à pleurer. Des pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais complètement compris commençaient à s'assembler. Elle se souvenait de Jean rentrant à la maison il y a 12 ans, défait, disant qu'il avait été licencié pour avoir posé trop de questions. Elle se souvenait de ses difficultés à trouver du travail après, de sa réputation ternie. « Vous avez ruiné sa carrière », Hélène dit. Ce n'était pas une question, mais une réalisation douloureuse. « Oui, Marc admit, et je suis sûr que j'ai indirectement contribué aux circonstances qui ont conduit à sa mort. S'il avait conservé sa position, ses ressources, son accès à un équipement adéquat, il serait encore en vie. » Hélène termina, sa voix brisée. Le hangar, qui quelques instants auparavant avait été rempli d'une activité urgente, était maintenant plongé dans un horrible silence. Les ingénieurs qui avaient tout vu ne savaient où regarder. Sophie avait des larmes qui coulaient sur son visage. Rémi avait dû s'asseoir, submergé par la tragédie qui se déroulait. « Mon papa n'a jamais dit du mal de vous. » Louis dit finalement, sa voix étonnamment calme. Quand je lui demandais pourquoi il ne travaillait pas dans de grands endroits, il disait seulement que parfois faire ce qui est juste a un prix. Marc sanglota audiblement. Ton père était un homme meilleur que je ne le serai jamais, mais vous pouvez essayer de l'être. Louis continua. Mon papa m'a aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Aujourd'hui, en demandant de l'aide, en m'écoutant, en admettant vos erreurs, vous faites ce que mon papa aurait voulu que vous fassiez. La sagesse dans les mots de l'enfant était anormale pour quelqu'un de son âge. Mais Jean avait élevé son fils pour qu'il comprenne que le pardon n'était pas une faiblesse, mais la forme la plus élevée de force. Hélène s'approcha de Marc, qui était toujours agenouillé. Elle le regarda longuement, traitant 12 ans de lutte, de questions sans réponse, de se demander pourquoi son mari avait été traité si injustement. Jean m'a dit quelque chose avant de mourir. Elle parla doucement. Il était à l'hôpital après l'accident. Il savait qu'il n'allait pas survivre. Il m'a pris la main et a dit « Ne garde de rancune contre personne.
La rancune n'empoisonne que celui qui la porte. Hélène. Marc commença, mais elle leva une main. Je ne peux pas dire que je vous pardonne tout de suite. Cela prendrait du temps, peut-être des années. Ce que vous avez fait à mon mari était injuste et cruel. Mais elle regarda son fils, vit la compassion dans ses yeux. Mais Jean a élevé notre fils pour qu'il soit meilleur que nous. Et Louis vous donne déjà une chance que vous ne méritez peut-être pas. Je ne la mérite pas, Marc approuva. Mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de la gagner. Il se leva en s'essuyant le visage. Quand il parla à nouveau, sa voix avait retrouvé de la force, mais c'était une force différente. Ce n'était pas l'arrogance du pouvoir, mais la détermination de quelqu'un qui avait enfin compris le poids de ses actions. Henri, lance le rappel produit immédiatement. Je veux tous les moteurs du lot 847 de retour ici en 48 heures, quel qu'en soit le coût. Cela va être extrêmement cher. Henri avertit. Je me fiche que quelqu'un meure parce que j'ai été trop radin pour faire un rappel approprié. Je ne pourrai pas vivre avec ça. Il regarda Louis. J'ai déjà assez sur la conscience. Il se tourna vers Sophie. Contacte notre service juridique. Je veux qu'ils enquêtent sur tout ce qui concerne le licenciement de Jean Durand il y a 12 ans. S'il y a un moyen de dédommager sa famille rétroactivement, je veux que cela soit fait. Marc, cela pourrait exposer l'entreprise à des poursuites. Rémi protesta. Qu'il le fasse. Je préfère être poursuivi que de continuer à être le genre d'homme qui détruit des carrières par ego. Il regarda Hélène. Je ne peux pas vous rendre votre mari. Je ne peux pas vous rendre les 12 années que vous avez passées à lutter seul, mais je peux essayer de rendre les choses un peu moins difficiles à partir de maintenant. Que suggérez-vous? Hélène demanda avec prudence. J'offre un poste permanent de consultante en qualité familiale, non pas de personnel de nettoyage, consultante, avec un salaire de 5 000 € par mois et tous les avantages et un fonds éducatif complet pour Louis, dès maintenant et jusqu'à ce qu'il termine l'université de son choix. Le hangar explosa en murmures. C'était une offre extraordinaire qui allait bien au-delà de toute compensation raisonnable. Et une chose de plus, Marc continua. Je veux créer la bourse Jean Durand, une bourse annuelle complète pour les enfants de travailleurs automobiles qui veulent étudier l'ingénierie, en mémoire d'un homme qui en savait plus que nous tous réunis, mais qui n'a jamais eu l'occasion de le démontrer correctement. Hélène commença à pleurer de manière incontrôlable. Ce n'était pas des larmes de tristesse, mais d'un mélange complexe de douleur pour ce qu'elle avait perdu, et de soulagement que finalement le sacrifice de son mari soit reconnu. Louis serra sa mère dans ses bras, la laissant pleurer contre son épaule. C'était un rôle inversé, le fils consolant la mère, mais il le faisait avec une maturité qui brisait le cœur. « Maman, murmura-t-il, papa serait fier de toi, et je crois qu'il serait fier que nous donnions une chance à Monsieur Dubois. Ton père a toujours été une meilleure personne que moi. » Hélène répondit entre les larmes. « Je suppose que nous avons élevé un fils qui a hérité de cela. » Marc observait la scène, sentant le poids complet de ce qu'il avait fait et de ce qu'il devait faire pour y remédier. Il savait qu'aucune somme d'argent ou d'excuses n'effacerait le passé. Mais juste peut-être, il pouvait honorer la mémoire de Jean Durand en devenant le genre de leader que l'homme avait mérité de servir. Monsieur Dubois. Louis s'approcha en tendant sa petite main. « J'accepte au nom de ma famille, mais à une condition, quelle qu'elle soit. » Marc dit en serrant la main de l'enfant. « Que lorsque vous créerez la bourse au nom de mon papa, vous racontiez son histoire complète. Pas seulement qu'il était un bon mécanicien, qu'il était un homme qui a fait ce qui est juste même quand cela lui a tout coûté, pour que d'autres jeunes apprennent que l'intégrité compte plus que le succès. » Marc hocha la tête. Incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Cet enfant de 11 ans lui donnait des leçons de leadership qu'aucun MBA ne pourrait enseigner. Marché conclu. Il réussit finalement à dire « Ce qu'aucun d'eux ne savait à ce moment-là, c'est que l'histoire de ce jour allait filtrer, qu'un ingénieur allait enregistrer une partie de la confrontation, qu'en quelques semaines l'histoire de l'enfant génial et de l'exécutif humilié deviendrait virale, et que cette viralité apporterait à la fois des opportunités incroyables et des dangers que personne d'entre eux n'aurait pu anticiper. » 3 semaines s'étaient écoulées. Depuis ce jour qui a tout changé chez Automobile de France. Le rappel massif était en cours, les 73 moteurs compromis étant récupérés un par un. Marc avait tenu chaque promesse. Hélène avait maintenant son propre bureau avec son nom sur la porte. Louis avait un fonds éducatif qui garantissait son avenir et les papiers pour la bourse Jean Durand étaient en cours de finalisation. Mais rien de tout cela ne prépara la famille Durand à ce qui se passa lorsque Didier Lefebvre, l'ingénieur qui avait été particulièrement vocal dans ses moqueries initiales, publia une vidéo sur les réseaux sociaux.
C'était un clip de 45 secondes pris discrètement avec son téléphone portable. Il montrait Louis expliquant le cylindre 3, Marc riant cruellement. Puis le moment où Henri confirma que l'enfant avait raison. Didier l'avait titré « Enfant génial, humilie l'exécutif millionnaire et sauve un projet de 50 millions ». La vidéo explosa. En 24 heures, elle avait 2 millions de vues. En 48, elle avait franchi la barre des 10 millions. Les médias de tout le pays commencèrent à appeler. Les chaînes de télévision voulaient des interviews. Les magazines automobiles demandaient l'histoire complète. Et les réseaux sociaux ne cessaient de commenter. « Cet enfant en sait plus que les ingénieurs doctorants », disait un commentaire avec 50 000 j'aime. « L'humilité du cadre à la fin restaure ma foi en l'humanité », disait un autre. « Quelqu'un d'autre pleure ? Cette histoire est magnifique », commentait une troisième personne. Mais tous les commentaires n'étaient pas positifs. Certains utilisateurs commencèrent à enquêter plus en profondeur, cherchant des informations sur Automobiles de France, sur Marc Dubois, sur le projet Faucon d'il y a 12 ans, et ce qu'ils trouvèrent commença à changer le récit. Saviez-vous que cet exécutif a été impliqué dans un scandale militaire il y a des années? Publia un compte de nouvelles automobiles. Véhicules défectueux, soldats blessés, les registres publics sont là. Le père de l'enfant a travaillé pour lui et a été licencié injustement. Ajouta un autre compte d'enquête. C'est plus profond qu'il n'y paraît. Assise dans son nouveau bureau, Hélène lisait les commentaires, le cœur battant. Louis était à l'école, ignorant la tempête médiatique qui se formait. Marc avait convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne viral comme ça, Sophie disait en vérifiant les statistiques sur son ordinateur. Elle était dans le bureau de Marc avec Henri, Rémi et Hélène. Les mentions d'Automobiles de France ont augmenté de 1000%. Certaines positives, beaucoup compliquées. Compliqué est un euphémisme, Rémi ajouta en montrant sa tablette. Nous avons des reporters qui campent devant le bâtiment. Le consortium japonais reçoit des questions sur la raison pour laquelle ils ont fait affaire avec nous après le scandale du projet Faucon. Marc était debout près de la fenêtre, regardant la rue où l'on voyait effectivement plusieurs camionnettes de médias. Sa posture était tendue, mais différente de l'arrogance d'il y a quelques semaines. C'était la tension de quelqu'un qui savait qu'il allait enfin devoir affronter son passé publiquement. « Que veux-tu faire ?» Henri demanda directement. « Dire la vérité. » Marc répondit sans se retourner. Complète, sans dissimulation. Marc. Les avocats conseillent de ne pas faire de déclaration publique sur le projet Faucon. Rémi avertit. Cela pourrait rouvrir des enquêtes, des poursuites. Qu'elles se rouvrent. Marc se tourna. Son expression était d'une détermination absolue. J'ai passé 12 ans à me cacher derrière des avocats et des accords de confidentialité. J'ai promis à un enfant de 11 ans de raconter l'histoire complète de son père. Je tiendrai cette promesse. Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes. Monsieur Dubois, si vous faites cela, vous pourriez tout perdre. Hélène, j'ai déjà perdu le plus important il y a 12 ans quand j'ai laissé l'ego détruire mon intégrité. Ce que je perds maintenant ne sera que de l'argent et de la réputation, des choses qui peuvent être reconstruites ou qui peuvent vous détruire pour toujours. Rémi insista. Alors, elles me détruiront, Marc dit simplement. Mais au moins je tomberai en disant la vérité. Cet après-midi-là, Marc organisa une conférence de presse, non pas dans l'auditorium corporatif habituel, mais dans le même hangar où tout avait commencé. Ils installèrent un simple podium, des microphones, et permirent à tout média qui souhaitait y assister de le faire. Quand Hélène arriva avec Louis, qui venait de rentrer de l'école, l'endroit était bondé. Des caméras de télévision, des reporters avec des enregistreurs, des photographes. L'enfant s'accrocha à la main de sa mère, submergé par la foule. « Maman, pourquoi il y a tant de monde ? Monsieur Dubois va parler de ton papa. » Hélène expliqua doucement. « Il va dire la vérité sur ce qui s'est passé. » Marc apparut sur le podium, vêtu non pas de son costume d'exécutif habituel, mais de vêtements décontractés, jeans et une simple chemise. C'était un signe symbolique. Il ne parlait pas en tant que PDG d'Automobiles de France, mais en tant qu'homme confrontant ses erreurs. « Bonsoir », commença-t-il, sa voix amplifiée par les microphones. « Mon nom est Marc Dubois, et il y a 3 semaines, j'ai commis une erreur qui a failli me coûter tout. Mais cette erreur n'était que la plus récente d'une longue histoire d'erreurs qui commence il y a 12 ans. » Le hangar redevint silencieux. Les reporters qui avaient chuchoté entre eux se turent. Les caméras se braquèrent entièrement sur lui. « Il y a 12 ans, j'étais un jeune directeur de projet arrogant et désespéré de prouver ma valeur. Nous avions un contrat militaire important, le projet Faucon, pour développer des moteurs de véhicules tactiques, et nous avions le meilleur mécanicien du pays travaillant dans notre équipe, Jean Durand. » Hélène serra la main de Louis.
Certaines caméras se tournèrent vers eux, captant l'émotion sur leur visage. Jean a trouvé un problème dans les alliages que nous utilisions. Marc continua, sa voix commençant à se briser. Il m'a dit qu'il ne respectait pas les spécifications, qu'il pourrait céder sous un stress, et moi, dans mon arrogance infinie, je lui ai dit qu'un mécanicien sans diplôme universitaire n'avait pas le droit de remettre en question des ingénieurs doctorants. Les reporters commencèrent à prendre des notes frénétiquement. C'était la confession qu'ils attendaient. Je l'ai humilié devant son équipe. Je l'ai licencié pour insubordination. Je l'ai mis sur liste noire dans l'industrie automobile afin que personne d'autre ne l'embauche. J'ai détruit sa carrière parce que mon ego était plus important que la sécurité. Louis avait commencé à pleurer silencieusement. Hélène le serra dans ses bras, ses propres larmes tombant sur les cheveux de son fils. Et Jean Durand avait raison. Marc éleva la voix. Les véhicules ont défailli, des soldats ont été blessés, et j'ai utilisé l'argent et les relations de ma famille pour étouffer le scandale, payer des accords silencieux et poursuivre ma carrière comme si rien ne s'était passé. Le hangar explosa en murmures. C'était plus que ce que n'importe quel média avait espéré. Ce n'était pas seulement un aveu d'erreur, c'était une confession complète de corruption corporative. Jean Durand n'a jamais pu se remettre de ce que je lui ai fait. Marc continua, les larmes maintenant visibles sur son visage. Il a travaillé dans de petits garages, dans des conditions précaires, parce que je me suis assuré qu'il n'ait pas d'autre choix. Et il y a 3 ans, il est mort dans un accident alors qu'il aidait un voisin qui ne pouvait pas payer un garage professionnel. Sa voix se brisa complètement. Il dut s'arrêter, respirer profondément, s'essuyer le visage. Je ne peux pas dire que ma liste noire a directement tué Jean Durand, mais je peux dire que j'ai contribué aux circonstances qui ont conduit à sa mort. Et pendant 12 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité enfouie, me convainquant que je faisais simplement mon travail. Henri, observant d'un côté, sentait sa propre gorge se nouer. Il connaissait Marc depuis 15 ans, mais ne l'avait jamais vu ainsi. Complètement vulnérable, complètement honnête. Il y a 3 semaines, le fils de Jean Durand, un enfant de 11 ans nommé Louis, est venu dans ce hangar avec sa mère Hélène, qui travaille ici au nettoyage. Et j'ai commis la même erreur encore une fois. Je l'ai humilié. Je me suis moqué de lui. J'ai parié le travail de sa mère contre son savoir. Les caméras se déplacèrent pour capturer la réaction de Louis, qui regardait maintenant directement Marc avec une expression mêlant douleur et quelque chose de plus profond. Et cet enfant, juste en écoutant un moteur, a diagnostiqué un problème que 30 ingénieurs diplômés n'avaient pas trouvé. Il a sauvé notre projet, a probablement sauvé des vies et m'a enseigné la leçon la plus importante que j'ai apprise en 42 ans, que le savoir ne vient pas des diplômes ou des postes, mais de la passion, du dévouement et de la volonté de faire ce qui est juste. Marc fit une pause en cherchant Louis et Hélène dans la foule. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il hocha légèrement la tête. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, non pas pour nettoyer mon image corporative ou protéger la réputation d'Automobiles de France. Je suis ici pour tenir une promesse que j'ai faite à cet enfant, raconter l'histoire complète de son père. Jean Durand était un héros que l'industrie automobile n'a pas mérité. Un homme qui a choisi l'intégrité plutôt que la carrière, la vérité plutôt que la commodité. L'émotion dans le hangar était palpable. Plusieurs reporters avaient les larmes aux yeux. Les caméramens continuaient d'enregistrer, capturant chaque seconde de cette confession extraordinaire. Aujourd'hui, j'annonce la création de la bourse Jean Durand. Marc continua, retrouvant un peu de calme. Une bourse complète pour les enfants de travailleurs automobiles qui veulent étudier l'ingénierie. Mais ce ne sera pas seulement une bourse. Ce sera un programme qui racontera l'histoire de Jean, qui enseignera aux jeunes ingénieurs que l'intégrité vaut plus que n'importe quel contrat, qu'écouter tout le monde dans votre équipe est plus important que de maintenir des hiérarchies. Il s'essuya le visage une fois de plus. Et enfin, je démissionne de mon poste de PDG d'Automobiles de France. L'annonce tomba comme une bombe. Les reporters crièrent des questions simultanément. Les caméras s'affolèrent, essayant de capturer les réactions. Henri fit un pas en avant, surpris, mais Marc leva une main. Je ne peux pas diriger cette entreprise en portant la culpabilité de ce que j'ai fait à Jean Durand. Ce ne serait pas juste pour les employés qui méritent un leader intègre. À ma place, je propose Henri Delacroix, un homme qui a démontré pendant 15 ans que l'excellence technique et l'humanité peuvent coexister. Henri resta paralysé. Cela ne faisait pas partie du plan. Marc ne lui avait rien dit. Mais je ne quitte pas Automobiles de France complètement. Marc ajouta. Je vais travailler sur le plancher de production comme technicien apprenti sous la supervision d'Hélène Durand, qui en sait plus sur le fonctionnement réel de cette entreprise que je ne le saurai jamais. Hélène laissa échapper un son entre le rire et le sanglote. C'était surréaliste.
L'exécutif millionnaire qui l'avait humilié offrait maintenant de travailler sous sa supervision. « J'ai beaucoup à apprendre », Mark conclut, « sur les moteurs, sur les gens, sur le leadership, et je vais apprendre des personnes que j'ai sous-estimées tout au long de ma carrière, en commençant par la famille Durand. » Il descendit du podium sans prendre de questions. Les reporters criaient, les caméras le suivaient, mais il marcha directement vers Louis et Hélène. Il s'agenouilla devant l'enfant, se mettant à sa hauteur pour la 3e fois. « J'ai tenu ma promesse », dit-il doucement, assez bas pour que seuls eux puissent l'entendre malgré le chaos ambiant. « J'ai raconté l'histoire complète de ton père, et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'honorer sa mémoire. » Louis le regarda longuement, puis, à la surprise de tous, il l'étreignit. C'était un câlin d'un enfant à un adulte qui apprenait à être meilleur. Un câlin qui disait que le pardon était possible, que la rédemption était réelle. Les caméras capturèrent ce moment. L'image d'un enfant de 11 ans étreignant l'homme qui avait détruit la vie de son père deviendrait iconique. Elle apparaîtrait sur des couvertures de magazines, dans des journaux télévisés nationaux, dans des articles sur le leadership et la rédemption. Mais pour Louis, il ne s'agissait pas de l'image. Il s'agissait de quelque chose que son père lui avait appris, que tous méritent une seconde chance s'ils sont prêts à faire le travail difficile de changer. Cette nuit-là, dans le petit appartement où Hélène et Louis vivaient, ils regardèrent les nouvelles ensemble. Chaque chaîne parlait de la conférence. Les commentaires sur les réseaux sociaux s'étaient multipliés par millions. « Maman », Louis demanda en regardant. « Papa serait fier. » Hélène le serra fort. « Ton papa serait plus fier de toi que de toute autre chose au monde. Non seulement pour être intelligent, mais pour avoir un cœur qui choisit le pardon plutôt que la rancune. »« Papa me manque », Louis murmura, les premières larmes qu'il versait librement depuis que tout avait commencé. « Moi aussi, mon chéri, chaque jour. Mais, tu sais ce que je pense ?» Hélène lui caressa les cheveux. « Je pense que papa nous regarde, et je pense qu'il sourit parce que son fils fait exactement ce qu'il aurait fait. Utiliser son savoir pour aider, et utiliser son cœur pour guérir. » Le téléphone d'Hélène vibra. C'était un message d'Henri. « Réunion demain 9h. Des personnes importantes veulent rencontrer Louis. Des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. » Hélène lut le message avec un mélange d'émotion et de peur. Le monde avait vu son fils, et cela signifiait que sa vie tranquille était sur le point de changer de façon qu'elle ne pouvait pas prédire. « Louis, je crois que tout est sur le point de changer. » Elle dit doucement. « Pour le meilleur ou pour le pire. Je ne sais pas, mon chéri, mais nous y ferons face ensemble comme toujours. » Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que parmi les millions de personnes qui avaient vu la vidéo et la conférence de presse, il y avait quelqu'un qui avait reconnu Louis, quelqu'un du passé de Jean qui l'avait cherché pendant des années, quelqu'un qui avait des informations qui changeraient tout ce qu'il pensait savoir sur l'accident qui avait coûté la vie à Jean Durand. Et cette personne était en route pour les retrouver, apportant avec elle des vérités à la fois belles et dévastatrices. L'histoire de Louis et Mark avait captivé le monde, mais la vraie histoire, la complète, commençait à peine à se révéler. La femme qui apparut à l'accueil d'Automobiles de France 2 jours après la conférence de presse ne semblait pas avoir plus de 60 ans, mais elle portait la dignité de quelqu'un qui avait beaucoup vécu. Elle portait un porte-document en cuir usé, et ses yeux, de la même couleur noisette que ceux de Louis, se remplirent de larmes au moment où elle vit la photo de l'enfant dans l'article de magazine sur le comptoir de l'accueil. « J'ai besoin de parler à Hélène Durand », dit-elle d'une voix tremblante à Pauline, la réceptionniste. « C'est urgent. Il s'agit de Jean. » Pauline, qui avait appris à être plus attentive après tout ce qui s'était passé, remarqua quelque chose dans la façon dont la femme prononçait ce nom. Ce n'était pas la curiosité d'une étrangère, c'était une douleur familière. « Vous connaissiez Jean Durand ? C'était mon frère. » La femme répondit, et les larmes finirent par couler. « Et je cherche sa famille depuis 3 ans. » 15 minutes plus tard, Hélène était assise dans son bureau face à une femme qui s'était présentée comme Irène Durand. Louis avait été appelé de l'école et était maintenant assis aux côtés de sa mère, étudiant cette tante qu'il n'avait jamais connue. « Je ne savais pas que Jean avait une sœur. » Hélène dit avec prudence. Son mari avait toujours été réservé sur sa famille, disant seulement qu'il s'était éloigné des années auparavant. « Nous nous sommes disputés il y a 15 ans, Irène expliqua, sa voix brisée par le regret. Une stupide discussion sur l'argent, sur l'héritage de nos parents. J'ai dit des choses horribles. Il a dit qu'il ne voulait plus rien savoir de moi et moi, dans mon orgueil, je l'ai laissé partir. » Louis écoutait avec une attention absolue. Son père n'avait jamais mentionné avoir des frères et sœurs. « J'ai essayé de le chercher pendant des années. » Irène continua, sortant des papiers de son porte-document. « Mais Jean avait changé de ville.
Il travaillait dans de petits garages qui n'avaient pas de registre formel. C'était comme s'il avait disparu. Et quand je l'ai finalement trouvé, sa voix se brisa complètement. Hélène lui tendit une boîte de mouchoirs, son propre cœur s'accélérant avec une anticipation douloureuse. Quand je l'ai finalement trouvé, ce fut parce que j'ai vu son nom dans le rapport d'accident. Je suis arrivé 3 jours après ses funérailles. Irène sanglota ouvertement maintenant. 3 jours trop tard pour lui demander pardon, pour lui dire que je l'aimais, pour rencontrer mon neveu. Louis sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette femme avait perdu son frère de la même manière qu'il avait perdu son père. Il tendit sa petite main et prit celle d'Irène. Elle regarda cette main, si semblable à celle de Jean, et pleura encore plus fort. « Je suis tellement désolé, » Irène murmura. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis désolé que mon orgueil m'ait fait perdre 15 ans avec mon frère. Pourquoi venez-vous maintenant ?» Hélène demanda, non pas avec hostilité, mais avec un besoin sincère de comprendre. Après 3 ans, Irène respira profondément, essayant de retrouver son calme. Parce que j'ai vu la vidéo, j'ai vu Louis diagnostiquer ce moteur, et c'était comme revoir Jean. Mon frère faisait exactement ça. Il bougeait la tête de la même manière. Il écoutait avec la même concentration. Elle sortit d'autres papiers de son porte-documents. Et parce que j'ai besoin que vous connaissiez la vérité sur l'accident. Hélène se tendit immédiatement. Quelle vérité? C'était un accident. Le cric hydraulique a lâché. Il n'a pas lâché par défaut. Irène dit doucement. J'ai enquêté. J'ai engagé un inspecteur privé parce que quelque chose ne me semblait pas clair et j'ai découvert quelque chose que vous devez savoir. Elle posa des photographies sur le bureau. C'était celle du garage où Jean était mort, des restes du cric hydraulique, des rapports techniques. Le cric hydraulique avait un problème connu, Irène expliqua. Le fabricant avait émis un rappel produit 2 ans avant l'accident, mais le propriétaire du garage, essayant d'économiser de l'argent, ne l'a jamais réparé. Il savait que l'équipement était dangereux et l'a quand même laissé en usage. Hélène couvrit sa bouche de ses 2 mains. Pendant 3 ans, elle avait pensé que la mort de Jean avait été de la malchance, un destin cruel. Mais ceci, j'ai intenté une action civile contre le propriétaire du garage, Irène continua. L'affaire a été réglée il y a 2 mois. J'ai gagné. Elle sortit une épaisse enveloppe et la posa devant Hélène. L'accord était de 350 000 €, de l'argent qui aurait dû aller à la famille de Jean depuis le début. Si j'avais été là pour me battre pour vous, Hélène ne pouvait pas traiter ce qu'elle entendait. 350 000 €, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Je ne veux pas de cet argent. Irène dit fermement. Ce n'est pas à moi. C'est à vous, c'est à Louis. C'est le moins que je puisse faire après avoir fait défaut à mon frère. Nous ne pouvons pas accepter cela. Hélène commença, mais Irène leva une main. Hélène, laissez-moi finir. Y a-t-il autre chose que vous devez savoir sur Jean? Quelque chose qui explique pourquoi il était si spécial, pourquoi Louis a hérité de ce don extraordinaire. Elle sortit un vieux dossier rempli de papiers jaunis et de photographies décolorées. Notre père, le grand-père de Louis, fut l'un des concepteurs originaux de moteurs Ferrari en Italie dans les années 50. C'était un génie mécanique qui n'a jamais obtenu de crédit parce qu'il était un immigré, parce qu'il n'avait pas les titres formels. Louis se pencha en avant, fasciné. Hélène était aussi complètement absorbée. Papa a tout appris à Jean. Irène continua en montrant des photographies d'un homme âgé travaillant dans un atelier, un jeune Jean observant avec une attention respectueuse la technique de lecture, de résonance, le diagnostic par le son. Tout cela vient de notre père. Ce sont des techniques qui se perdent, car personne ne les documente, car elles sont considérées comme désuètes. Mais elles ne sont pas désuètes, Louis dit, sa voix pleine d'émerveillement. Elles sont parfaites. C'est de l'art. Exactement. Irène sourit à travers ses larmes. Et toi, Louis, tu es la 3e génération de cette tradition. Ton arrière-grand-père a conçu des moteurs qui ont gagné des courses au Mans. Ton père aurait pu être le meilleur ingénieur automobile de sa génération si le système ne l'avait pas écrasé. Et toi? Elle prit les mains de l'enfant avec tendresse. Tu vas être ce qu'ils n'ont pas pu être. Tu auras les opportunités qui leur ont été refusées et tu porteras le nom Durand là où il aurait toujours dû être, au sommet de l'ingénierie automobile. À ce moment-là, on frappa à la porte. C'était Henri, accompagné de Marc et de 3 personnes qu'Hélène ne reconnaissait pas. 2 hommes et une femme, tous vêtus formellement de costumes coûteux. Hélène, Louis. Henri dit clairement ému. Je vous présente le docteur François Leclerc, directeur de l'école polytechnique de Paris, la docteure Anne Dubois, doyenne de l'ingénierie à la Sorbonne Université, et monsieur Takeshi Yamamoto, représentant du consortium automobile japonais. Les 3 visiteurs entrèrent avec des expressions de respect sincères.
Le docteur Leclerc fut le premier à parler. « Jeune Louis, nous avons vu les vidéos, nous avons lu votre histoire, et nous aimerions vous offrir une bourse complète pour étudier l'ingénierie automobile dans notre institut, en commençant par un programme spécial pour jeunes talents. » Non seulement cela, la docteure Dubois ajouta, « La Sorbonne Université est également intéressée par la création d'un programme spécial de mentorat. Nous voulons documenter les techniques que votre père vous a enseignées, les préserver, les enseigner à la prochaine génération d'ingénieurs. » Monsieur Yamamoto parla dans un espagnol sikh, prudent mais correct. Et le consortium japonais souhaiterait financer un laboratoire de recherche en votre nom, un lieu où les techniques traditionnelles et la technologie moderne pourraient se combiner. Hélène était submergée. Louis semblait sous le choc. Irène pleurait à nouveau, mais cette fois de joie pure. Il y a plus. Marc parla pour la première fois et sa voix était différente. Ce n'était plus la voix du cadre arrogant, c'était la voix d'un homme humble. La bourse Jean Durand a reçu des dons de 37 entreprises automobiles du monde entier. Nous avons des fonds pour accorder des bourses à 100 étudiants chaque année pendant les 10 prochaines années. Il s'agenouilla devant Louis, ce qui était devenu sa posture habituelle pour parler à l'enfant qui lui avait enseigné l'humilité. « Ton père a changé ma vie 2 fois. » Marc dit, « Une fois il y a 12 ans, en essayant de m'apprendre à faire ce qui est juste, et une autre fois il y a 3 semaines à travers toi, réussissant enfin à me faire apprendre cette leçon. Tout ce qui se passe maintenant, toutes ces opportunités sont l'héritage de Jean Durand. » Louis regarda sa mère, cherchant un guide. Hélène avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais elle hocha la tête. « Ton papa voudrait que tu saisisses ces opportunités, mon chéri, mais seulement si c'est ce que tu veux. » Irène ajouta rapidement, « Tu n'as rien à décider maintenant. Tu es un enfant. Tu mérites d'être un enfant. » Louis réfléchit un long moment. Puis il parla avec une clarté qui surprit tous les adultes présents. « Mon papa m'a appris que la connaissance est une responsabilité, que quand tu sais faire quelque chose qui peut aider les autres, tu as l'obligation de le faire. Il a utilisé son savoir pour sauver des vies, pour aider des gens qui ne pouvaient pas payer des garages chers, pour m'enseigner tout ce qu'il savait. Il se leva face à tous ces adultes puissants, avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement qui il était. Je veux accepter ces opportunités. Je veux étudier, apprendre, grandir, mais pas pour être célèbre ou riche. Je veux le faire pour honorer mon papa, pour que son savoir ne meure pas, pour que d'autres enfants comme moi, de familles comme la mienne, puissent avoir des opportunités. » Le docteur Leclerc sourit largement. C'est exactement le genre d'étudiant que nous voulons, et c'est exactement le genre d'ingénieur dont le monde a besoin. La docteure Dubois ajouta. Monsieur Yamamoto s'inclina respectueusement. Votre père serait très fier. Henri s'essuya discrètement les yeux. Même les visiteurs distingués étaient visiblement émus. Ce n'était pas seulement un enfant intelligent, c'était un enfant avec le cœur à la bonne place. Il y a quelque chose que j'aimerais demander. Louis continua. Quelque chose d'important, n'importe quoi. Marc répondit immédiatement. Je veux que ma tante Irène en fasse partie. Elle a connu mon grand-père, a appris de lui. Elle peut aider à documenter les techniques que mon papa m'a enseignées. Et elle, sa voix se brisa légèrement. Elle est de la famille. C'est la seule chose qui me reste de mon papa, en dehors de maman. Irène laissa échapper un son entre le sanglot et le rire, se levant pour étreindre son neveu. Je serai honoré, mon amour. Je serai tellement honoré. Hélène rejoignit l'étreinte. Les 3 générations de Durand enfin réunies après des années de séparation, de douleur et de perte. Alors c'est décidé, Henri annonça en souriant largement. Un nouveau chapitre commence. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire continua de se dérouler de manière que personne n'aurait pu anticiper. La confession de Marc avait provoqué des enquêtes dans toute l'industrie automobile sur les pratiques corrompues. 5 autres cadres dans d'autres entreprises avaient été contraints de démissionner. Les réglementations de sécurité avaient été renforcées. Automobiles de France, sous la direction d'Henri, était devenu un modèle de transparence et d'éthique. Hélène, désormais directrice des relations du travail, avait mis en place des programmes garantissant que chaque employé, quelle que soit sa position, soit écouté et valorisé. Marc tint sa promesse. Il travaillait sur le plancher de production comme technicien apprenti, portant des combinaisons de travail tachées de graisse au lieu de costumes coûteux. Les premiers jours furent humiliants, mais il apprit plus sur sa propre entreprise en 2 semaines sur le plancher qu'en 10 ans au bureau de direction. « C'est ironique », dit-il à Henri un jour alors qu'il nettoyait des outils. « J'ai mis 42 ans à comprendre ce que Jean Durand a su toute sa vie. Que le vrai leadership ne consiste pas à être au-dessus et à regarder en bas, mais à être au milieu, travaillant aux côtés de tous. »
Le programme de la bourse Jean Durand fut officiellement lancé avec une cérémonie dans le même hangar où tout avait commencé. 100 étudiants de familles de travailleurs reçurent des bourses complètes. Louis, bien que trop jeune pour aller à l'université, fut invité comme orateur. « Mon papa n'a pas pu être là pour voir ça », dit-il devant des centaines de personnes, y compris des médias nationaux et internationaux. « Mais je sais qu'il nous regarde de quelque part, et je sais qu'il sourit, parce que c'est exactement ce qu'il aurait voulu. Que la connaissance ne se perde pas, que les opportunités ne dépendent pas de combien d'argent vous avez, mais de la passion que vous apportez. » Il fit une pause en regardant sa mère au premier rang, sa tante Irène à côté d'elle, Marc debout au fond avec sa combinaison de travail. « Mon papa m'a appris que les moteurs parlent si vous savez écouter, mais il m'a aussi appris quelque chose de plus important, que les gens parlent si vous êtes prêts à écouter. Peu importe qu'ils soient cadres ou employés de nettoyage, ingénieurs ou mécaniciens, tous ont quelque chose de précieux à enseigner si vous avez l'humilité d'apprendre. » L'audience se leva pour une ovation qui dura plusieurs minutes. Ce n'était pas seulement pour Louis, mais pour tout ce qu'il représentait. Une histoire de perte transformée en héritage, d'orgueil transformé en humilité, d'erreur transformée en rédemption. Cette nuit-là, Hélène emmena Louis et Irène au petit cimetière où Jean était enterré. Ils avaient posé une nouvelle pierre tombale, financée par les dons venus du monde entier. Elle ne disait plus seulement son nom et ses dates. Elle disait maintenant Jean Durand, 1975 à 2021. Maître mécanicien, père exceptionnel, homme d'intégrité. Son savoir vivra à travers les générations. Louis déposa un petit outil près de la pierre tombale, une clé à molette qui avait appartenu à son père. « Je t'ai promis que je ne laisserai pas ton savoir mourir, papa. J'ai tenu ma promesse. » Hélène et Irène s'embrassèrent, pleurant ensemble, guérissant ensemble les blessures que le temps et l'orgueil avaient créées. Jean nous enseigne une dernière leçon. Irène dit doucement qu'il n'est jamais trop tard pour la famille, pour le pardon, pour bien faire les choses, et que l'amour ne meurt jamais. Hélène ajouta, « Il ne fait que changer de forme. Maintenant, il vit en Louis, dans tous ces étudiants qui recevront des bourses, dans chaque personne qui apprendra ces techniques que Jean a préservées. » Louis leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître. Il sentit, il ne savait pas si c'était réel ou imaginé, une présence chaleureuse, comme si son père était là, invisible, mais présent, fier de tout ce que son fils avait accompli. « Papa, » murmura-t-il, « j'ai changé le monde sans cesser d'être moi-même, comme tu me l'as appris. » Et à ce moment-là, Louis Durand, un enfant de 11 ans qui avait diagnostiqué un moteur juste en l'écoutant, qui avait pardonné à l'homme qui avait détruit sa famille, qui avait transformé la perte en héritage, comprit la leçon la plus importante de toutes. Que le vrai succès ne se mesure pas en argent ou en diplôme, mais en combien de vies vous touchez, combien de personnes vous aidez, combien de biens vous laissez dans le monde. Son père avait été un simple mécanicien pour beaucoup, mais il avait été un géant d'intégrité, un maître du savoir, un héros silencieux. Et maintenant, 3 générations après qu'un immigré italien ait conçu des moteurs Ferrari sans crédit, son arrière-petit-fils était sur le point de porter cet héritage à des hauteurs que personne n'avait imaginées, non pas parce qu'il était plus intelligent que d'autres, mais parce qu'il avait appris les leçons les plus importantes, humilité, intégrité, et que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Les moteurs parlent si vous savez écouter, les gens parlent si vous êtes prêts à écouter, et l'amour transcende la mort lorsqu'il se transforme en héritage. C'était le véritable héritage de Jean Durand, et c'était le plus précieux de tous.